Voilà, ma présentation aujourd'hui va porter sur l'inventaire des menaces numériques. Euh, je pense qu'hier, on a beaucoup abordé les différentes menaces avec les différents intervenants. Euh, Moi, aujourd'hui, ce que je veux présenter, c'est plutôt euh, les différents vecteurs d'attaque qui vont amener à ces différentes menaces. Donc, je vais revenir rapidement sur les différentes menaces des Jeux Olympiques, les différentes menaces numériques qui portent sur euh, qui ont existé lors des différentes éditions précédentes des Jeux. Je ne vais pas revenir sur la définition des grands événements que Sylvana, Hugo et les différents intervenants ont très bien défini hier. C'est-à-dire qu'un grand événement, c'est des occasions de nomades limitées dans le temps et, qui attirent un très grand nombre d'acteurs avec une portée médiatique gigantesque. Hier, on parlait, je voyais les chiffres, on parlait de 4 milliards de téléspectateurs qui vont regarder à la télévision ces jeux. C'est très 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 gros. Et, ces jeux sont coûteux également par nature, et puis il y a aussi une influence politique, comme l'a très bien expliqué hier Sylvana. Alors maintenant qu'on se souvient un petit peu de la définition qui a été donnée hier, euh, je vais revenir sur un point que mes collègues hier ont amené, c'est que maintenant, les technologies de l'information sont partout dans l'organisation des grands événements, et particulièrement des Jeux Olympiques. On a différentes technologies de l'information, des communications qui sont omniprésentes lors de l'organisation de ces événements. Euh, alors, il y a effectivement une multitude de composantes dans la structure globale de l'organisation de ces grands événements. Des choses qu'on pense même pas. Je veux par exemple parler, il y a des choses qui sont plus visibles. Hier, on parlait des caméras de sécurité, des différents badges, que ce soit magnétiques, pour accéder à différentes zones ou des badges avec des puces RFID. On parle également des différents micros, des systèmes de traduction quasi automatiques avec des multitudes d'acteurs qui vont traduire en une multitude de langues. Tout ça, c'est des systèmes qui sont essentiels à la bonne tenue des jeux, puis qu'on ne pense pas forcément. Je pense également aux minuteries. Donc les minuteries, c'est pas ce que j'appelle minuterie, c'est par exemple, on aura une présentation tout à l'heure, on aura une présentation tout à l'heure des technologies de minuterie pour les différentes épreuves, par exemple. Donc oui, voilà, et toutes les applications mobiles que les personnes vont faire rentrer dans des zones sécurisées, qui peuvent collecter des données, qui peuvent servir de vecteurs d'attaque aussi, auxquels on pense même pas. Alors moi, mon introduction, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe si par exemple l'intégrité du capteur numérique d'un photo finish est altérée. Qu'est-ce qui se passe si l'intégrité de ce système est, est, c'est ça, est altérée. Et vous imaginez bien que, par exemple, il y a 4 milliards de personnes à la télévision, et puis d'un coup, on passe une heure à savoir si c'est finalement le bon temps de la fin d'une épreuve. Ça peut être vraiment dramatique. Toutes ces composantes-là,
on peut les appeler des composantes directes, parce qu'en fait, elles participent directement à la bonne tenue des jeux, des différentes épreuves. Il y a aussi des aspects qui sont plutôt indirects, comme par exemple les réseaux de télécommunications externes, les fournisseurs de solutions infonuagiques publiques. J'entends par là, en termes de télécommunications, les réseaux de télécommunications externes, par exemple, ici en France, vous avez Orange, SFR, Free. Qu'est-ce qui se passe si les réseaux de télécommunications commencent à tomber l'un après l'autre? Ça peut poser des problèmes de sécurité majeurs, notamment si on veut appeler les services de secours. Il y a aussi des réseaux de télécommunications qui sont un petit peu plus autonomes, comme les réseaux de télécommunications pour la police, les pompiers, qui sont sur des fréquences différentes. Mais qu'est-ce qui se passerait si on arrive à brouiller ce genre de réseau de télécommunications? Il y a aussi, j'ai noté différents exemples, il y a tout ce qui est les services hôteliers. Par exemple, quand on réserve une chambre, qu'est-ce qui se passe s'il y a 10 000 personnes qui ne peuvent plus avoir leur chambre le soir à leur arrivée? Vous imaginez bien que ça va provoquer un peu de remous. Et bien entendu, hier, on a beaucoup parlé des transports, parce que les transports, c'est un exemple qui revient souvent, puis c'est vrai que c'est une composante essentielle, c'est ce qu'on appelle des infrastructures critiques. Hier, j'ai bien noté la question de savoir que les infrastructures critiques, qu'est-ce qui finalement est qu'est-ce qui est un service essentiel et qu'est-ce qui est une infrastructure critique? Je pense que la recherche doit aussi avancer sur cet aspect-là. Donc voilà, comment peut-on éviter ce genre de situation? Par exemple, le gouvernement japonais a massivement testé et puis signalé les différents problèmes de sécurité, notamment liés à ce qu'on appelle l'Internet des objets. L'Internet des objets, au sens large, ça peut être, ça peut aller du frigo jusqu'à différentes composantes comme les minuteries, qui peuvent être connectées à différents systèmes via des fréquences radio. Et donc c'est ça. Le gouvernement japonais a beaucoup investi pour se protéger contre ce genre d'attaque. Et faut voir que les grands événements sont vraiment une occasion de pouvoir renforcer spécifiquement la collaboration entre les différentes instances puis organisations d'un pays. On l'a très bien vu hier avec l'ANSSI, Paris, le COJO, le ministère de l'Intérieur, etc. Donc moi, c'est ça. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est faire la présentation. Dans ma présentation, je vais faire le panorama des menaces numériques et puis comment elles peuvent survenir. Et puis, je vais effleurer comment on peut s'en protéger. Parce que c'est des menaces qui sont quand même hétérogènes et puis les solutions sont aussi très diverses. Il y a quelques jours, Bruno Marie-Rose, qui est le Chief Information and Technology Officer, CITO pour Paris 2024, disait qu'il s'attendait à une multiplication des cyberattaques d'un facteur 8 à 10 par rapport aux précédents jeux. Alors vous imaginez bien qu'il y a énormément de travail qui s'en vient. Donc par la suite, après avoir fait le panorama des menaces, je vais... après avoir fait le panorama des menaces, je vais décrire les différents périmètres de sécurité qu'il faut mettre en œuvre pour détecter et puis réagir au plus tôt. Parce qu'on sait qu'on va se faire attaquer. La question, c'est de savoir quand. Okay, et c'est pour ça que les outils les outils au sens large, les procédures pour détecter une attaque sont vraiment très importants.
Et je terminerai oui, par des considérations sur des exigences de coordination entre les organisations et puis les systèmes. Donc ici, c'est un simple rappel des différentes menaces qu'il y a eu lors des précédents jeux. Je ne vais pas m'attarder parce que vraiment, hier on est vraiment rentré dans le vif du sujet avec les différentes menaces. Je pense que je vais passer à la slide d'après où je récapitule les différentes menaces et puis on va discuter de comment on peut... comment elles surviennent et puis comment on pourrait éventuellement s'en protéger. Mais en gros, à la suite de des incidents précédents, et puis à la suite des JO de Tokyo, le CIO a identifié la cybersécurité comme un domaine de préoccupation majeure et a investi des ressources vraiment conséquentes pour fournir un environnement sécuritaire pour ces jeux. On l'a vu hier avec la présentation sur la gouvernance et puis la gestion des risques. Malgré tout ça, malgré des investissements qui sont quand même très importants, le Japon a dû faire face à de très multiples attaques, notamment la divulgation en ligne des données personnelles, des détenteurs de billets, mais aussi des bénévoles. On parle beaucoup pour Paris 2024 de recruter des milliers de bénévoles. Comment on assure la sécurité de leurs données? On a aussi un problème en recherche, c'est que finalement, peu de détails ont été divulgués sur ces différentes attaques, et notamment les attaques qui sont classées à l'échelle la plus élevée et aux différentes attaques qu'on appelle des attaques TTP, qui sont des attaques vraiment à l'échelle tactique la plus élevée. Donc, pour résumer, les grands événements, sont touchés par vraiment de multiples attaques. La plus courante, je dirais, c'est des attaques par déni de service qui vont venir toucher à la disponibilité des systèmes, que ce soit des systèmes internes, des systèmes externes, ou même des systèmes qui assurent le broadcasting de l'événement à l'international. Donc, il y a les attaques DDoS, les attaques sur les sites web, et puis il y a également l'escroquerie des billets. Pour les attaques DDoS, je vais en parler un petit peu plus tard sur comment elles peuvent survenir, notamment sur des pays comme la France. Il y a aussi différentes campagnes de ce qu'on appelle d'activisme qui ont été signalées lors des Jeux Olympiques de Rio. Sylvana hier en parlait très très bien, où là c'est vraiment l'attaquant va essayer de faire passer un message. Ces campagnes d'activisme peuvent survenir suivant différents vecteurs d'attaque. Le plus souvent, comme je disais, ça peut être des attaques DDoS, mais ça peut être ça peut être des attaques par virus, mais rarement par ransomware, parce que ransomware, c'est vraiment plus de la cybercriminalité, où là, il va avoir une demande de rançon, où le but, c'est le profit. À la suite des Jeux Olympiques de Sochi en 2014, puis l'affaire du dopage russe, il faut savoir que d'un point de vue technique, l'attribution d'une attaque est vraiment très complexe. On peut avoir de multiples soupçons, mais l'attribution technique est quasiment impossible. Okay. L'attribution d'une attaque, c'est une attribution qui est politique en règle générale. D'ailleurs, une même attaque, si vous lisez des journaux de différents pays, vous verrez que la source n'est pas la même.
Donc c'est ça, à la suite des Jeux de Sochi, il y a eu différentes cybermenaces contre les JO qui sont liées à des contextes plus politiques et géopolitiques. Il y a eu une seule campagne massive de cyberespionnage qui a été signalée pendant les JO de Sochi. Il y a eu les médias occidentaux qui ont déclaré que c'était la Russie qui collectait des données personnelles. Il s'avère que c'est très compliqué de savoir la source. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, c'est ça. Bah, comme je disais, il y a aussi des cybermenaces liées à la cybercriminalité. D'ailleurs, pour les Jeux de Paris, je pense que ces différentes campagnes de cybercriminalité ont déjà commencé, notamment avec la vente de faux billets. C'est ça. Donc, tout ça, c'est un panorama des grosses menaces qui peuvent toucher aux grands événements. J'ai passé quand même rapidement parce qu'on en a beaucoup parlé hier. Il y a un risque, par contre, que j'ai pas vu beaucoup hier passer. Il y a quelques intervenants qui en ont parlé, notamment au sens large des risques NRBCE, nucléaires, radiologiques, biologiques et explosifs. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé, parce que je vois, j'ai vu beaucoup d'images de la ligne de front ukrainienne, et puis c'est ce qu'on peut s'interroger, c'est la ligne de front. C'est la ligne de front. Sur la ligne de front, on voit beaucoup de drones et l'utilisation de drones pour des attaques dans les différentes tranchées, avec l'utilisation de drones et de grenades, et puis de vidéosurveillance. Alors je me suis interrogé, mais finalement, acheter un drone, c'est quand même assez facile. Et fabriquer des grenades également. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les aspects technologiques de ces risques. C'est pas comment fabriquer des grenades, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les communications intersystèmes entre ces différents drones. Comment la communication entre les drones et puis les terminaux se fait, et puis comment on pourrait se prémunir de cette menace. Là, par exemple, sur l'image, on pourrait voir de multiples drones qui lancent des fumigènes qui, je rappelle, sont accessibles au grand public, par exemple, et qui pourraient créer une panique dans un espace isolé, pas forcément clos au sens ouvert par nature, mais dans un espace qui est isolé et un périmètre fixé. Donc, comment on pourrait se prémunir de ce genre d'attaque? La réponse est que c'est très compliqué. Ça peut passer par différentes vérifications des protocoles, la validation des différentes fréquences qui sont utilisées entre les terminaux et les drones. Je parle même pas, sans même discuter de drones qui sont malveillants. Les forces de police commencent à en utiliser beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait se passer si, par exemple, on perd la communication entre les drones de police et puis les terminaux, qui sont des opérateurs? Imaginez un drone s'écraser dans la foule. Ça peut créer un mouvement de panique et ça peut poser des problèmes. On s'entend que les différentes entreprises qui travaillent sur ces sujets, notamment la fabrication de drones et des terminaux, n'ont pas le temps pour faire une analyse formelle, car ils doivent livrer un produit. Et donc, généralement, les protocoles qui sont mis en place
pour guider ces drones ne sont pas, on va le dire, pas vraiment sécurisés. Donc ça. Hier, on a aussi vu que pour Paris 2024, le COJO doit livrer une multitude de systèmes pour soutenir les jeux. Et on peut s'interroger effectivement sur l'évolution dynamique des menaces, c'est-à-dire à plus on essaye d'anticiper, mais à plus finalement c'est difficile de pouvoir contrer ces menaces, parce que en fait elles deviennent, je pense que je peux dire polymorphes, parce qu'elles changent au fur et à mesure du temps. Okay. Donc même si on fait une analyse formelle qui prend plusieurs années, à la livraison de cette analyse, il serait déjà trop tard pour pouvoir contrer les nouvelles menaces qui sont déjà en œuvre. Donc c'est ça. On peut s'interroger sur le fait que la recherche devrait fournir des outils pour une conception plus sûre de ces systèmes, et puis un développement qui soit sécuritaire. Mais là également, c'est la même chose. Dans la conception d'un système, j'entendais hier Security by Design. Il y a quand même un fossé entre la conception et l'implémentation. Et puis peut-être aussi que là, il y a un axe de recherche à travailler pour nous chercheurs. Donc maintenant, je voudrais parler des différents périmètres de sécurité, puis notamment les différents niveaux des périmètres de sécurité. Donc le premier périmètre de sécurité, finalement, la sécurité des Jeux Olympiques, c'est les frontières d'un pays. Pour revenir sur les attaques par déni de service, comment ça fonctionne une attaque par déni de service, puis comment on va pouvoir s'en protéger. Les attaques par déni de service, en général, on n'attaque pas un pays comme la France directement. Okay. On attaque. On va commencer par concevoir un système qui va permettre de faire du déni de service, et puis après, on va le tester. Alors, est-ce que vous savez comment on teste un logiciel qui fait du déni de service pour attaquer un pays comme la France, par exemple? Non, pas d'idée. Alors, en gros, il y a différentes phases. Okay. Je vais faire ça très rapide. Mais en gros, il y a la conception, le développement, puis après, on va commencer à s'essayer sur des petits pays. Quand je parle de petits pays, c'est des petits pays en termes de nombre de connexions au backbone Internet. Okay. Donc, en général, les pays du continent africain sont un très bon champ d'essai pour les attaques par DDoS, parce que ces pays ont en général une seule connexion au backbone, qui sont en fait les serveurs de routage d'Internet. Et donc c'est relativement facile de pouvoir s'essayer avec ces systèmes. Alors on voit que avant d'attaquer des pays comme les États-Unis, la France, etc., on voit qu'il y a une montée en puissance du débit, et puis du débit sur ces routeurs qui permettent d'accéder à Internet à ces pays. Donc en gros, on voit quand il y a une multitude d'attaques sur ces différents routeurs, on peut commencer à s'inquiéter et se dire ah, attention, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient. Et ça c'est quelque chose que pour le moment,
j'ai toujours vu. Okay. Donc on a quand même des indices de quand on va pouvoir être touché. Okay. Là, sur l'image que je vous ai fait, c'est des unités de détection de drones et puis d'interception de drones. On peut voir quand même que c'est très compliqué comme un pays comme la France de pouvoir se protéger contre cette menace. Parce qu'en général, les radars militaires ne sont pas calibrés pour détecter des drones de petite taille. D'ailleurs, on l'a vu il n'y a pas si longtemps aux États-Unis et au Canada, que des ballons qui avancent lentement, qui sont d'un matériel spécial, passent clairement sous les radars. Donc, oui, c'est ça. Cette menace de drone est une menace quand même à prendre en compte. Et on peut voir que le périmètre de sécurité aux frontières, que ce soit sur Internet ou physiquement via les drones, est quelque chose qui est quand même très important. Donc, quand je parle de radars, ça peut être des radars pour détecter des objets physiques, mais ça peut être des radars aussi à balayage de fréquences qui, eux, vont permettre de détecter l'utilisation d'une certaine fréquence pour le guidage des drones. Bon, là, je vais passer relativement rapidement, mais l'idée ici de ma slide, c'était de pouvoir discuter de la zone de sécurité un peu plus large au sein des systèmes d'information qui sont utilisés pour les jeux. Ici, c'est pour des infrastructures info-nuagiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut établir différentes lignes de défense au niveau des systèmes d'information. C'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. Et puis, la défense en profondeur, c'est d'établir plusieurs lignes de défense qui vont pouvoir communiquer entre elles. Donc, s'il y a une défense qui tombe, on doit pouvoir détecter une intrusion, puis passer à la deuxième ligne de défense, et puis graduellement s'échelonner et s'appuyer sur des systèmes qui vont permettre de nous protéger. Donc là, très rapidement, la première défense, c'est d'établir des stratégies, des politiques, faire des évaluations, des audits par des organismes externes. Par la suite, on va vouloir s'interroger sur la sécurité des informatiques et des différents réseaux. Puis on va vouloir faire de la gestion d'identité, des accès. Puis par la suite, graduellement, on va aller jusqu'au niveau applicatif et jusqu'au niveau des systèmes qui sont vraiment en œuvre. Jusqu'à la sécurité, ce que j'ai appelé ici des points terminaux. Donc c'est ça. L'objectif de la slide ici, c'était de vous montrer qu'il faut établir plusieurs lignes de défense qui communiquent entre elles et de pouvoir mettre des outils qui permettent de détecter des intrusions sur chaque ligne de défense. Ici, je reviens un petit peu sur les différents échelons, ce que j'appelle d'un théâtre d'opération, parce que on peut voir, par exemple, l'organisation des Jeux Olympiques comme un théâtre d'opération, avec des différents échelons stratégiques. Donc, le premier échelon, c'est l'échelon stratégique, où là, on va établir des politiques de sécurité de haut niveau, notamment, par exemple, on l'a vu hier, avec les personnes du CIO qui vont parler de gouvernance, quels outils on peut mettre en œuvre. Donc, oui, c'est ça. On va faire une analyse, planifier. Un des points qui est important, c'est qu'il faut garder ça simple. Puis, c'est aussi ça qui est très compliqué parce que
L'échelon stratégique, généralement, les règles peuvent être dites de manière simple, mais ça peut être très compliqué la mettre en œuvre par la suite à l'échelon tactique. L'autre échelon, c'est l'échelon opérationnel, qui là va permettre d'établir différentes responsabilités par rapport aux différentes stratégies qu'on a mises en œuvre. Donc là, c'est faire de la gestion de risque, mais un petit peu plus précis que les règles stratégiques qu'on a mises en œuvre. Et puis, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'échelon tactique. C'est-à-dire, là, on va vouloir connaître la capacité, ce que j'appelle la capacité des armes, mais dans les systèmes informatiques, c'est établir qu'est-ce que fait un outil, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses qualités, et en connaissant ça, on peut coupler différents systèmes pour pouvoir être protégé au maximum. Et malheureusement, comme on l'a dit hier, le problème du défenseur, c'est qu'il doit essayer de lutter contre une multitude de menaces, alors que l'attaquant, lui, il va essayer d'en trouver une, même si c'est extrêmement compliqué d'en trouver. Il suffit d'une fois. Okay. Donc c'est pour ça qu'on établit aussi différentes lignes de défense et puis des moyens de... Donc c'est ça. Un des points qui est important, c'est que l'aspect stratégique doit être vérifiable et validable sur l'échelon tactique et puis opérationnel. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont faites souvent via des audits. On peut s'interroger sur le fait qu'on puisse automatiser ces aspects-là. C'est-à-dire traduire les stratégies et les différentes politiques et les vérifier directement sur les systèmes informatiques. Donc là, une autre zone de sécurité. Je pense qu'il y a des intervenants qui sont plus à même de parler des périmètres de sécurité autour des STED aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ça. De pouvoir définir des réseaux de télécommunications qui sont redondants puis résilients. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive avec un brouilleur et puis empêche de communiquer avec les services de secours? Il y a aussi la gestion des identités et puis des accès. Hier, on parlait de la gestion des accès avec des badges qui s'expirent. Mais la problématique de ça, c'est aussi de savoir est-ce qu'on peut faire des audits en temps réel des personnes qui sont dans différentes zones, comment on peut gérer les identités et les accès au niveau tactique. Donc, rapidement, il y a différentes stratégies de coordination qui peuvent être mises en œuvre, notamment avec le partage d'informations et puis de communication entre différentes organisations. Alors, il va falloir pouvoir mettre en place des mécanismes de partage d'informations en temps réel, des protocoles de communication en cas d'attaque qui sont résilients puis redondants. Ici, quand je parle de protocole de communication, c'est vraiment au niveau technique. La deuxième chose, c'est de pouvoir avoir des plans de reprise, des protocoles d'intervention. Et puis la troisième chose, c'est de pouvoir faire une répartition des responsabilités et des différentes ressources. Donc, il faut spécifier clairement une personne qui va pouvoir répondre à un ou deux problèmes. Il y a des aspects sur lesquels je suis un peu moins familier, mais c'est les aspects liés aux problèmes juridiques et puis réglementaires, où là, on va vouloir faire de la protection des données et puis de la confidentialité avec tous les aspects de responsabilité légale.
Euh, un autre point, c'est la difficulté technique et puis opérationnelle de pouvoir se coordonner entre différentes organisations. On en a parlé hier. Le fait de dire qu'on va faire de la gestion de crise entre différentes organisations amène à une mise en œuvre qui est extrêmement complexe et qui prend du temps. Sauf que le temps les personnes qui organisent les jeux n'en ont pas. Okay. Donc, il y a aussi des problématiques d'interopérabilité des systèmes, notamment la gestion des incidents à grande échelle. Donc, en conclusion, il y a 3 points que je voulais discuter, ou en tout cas mettre en avant. C'est la formalisation et puis la généralisation des règles de cybersécurité pour la tenue des grands événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas... je vais prendre un exemple tout bête, mais on n'a pas de framework comme MITRE-ATT&CK spécialisé pour les grands événements. Okay, ça pourrait être intéressant de se lancer justement pour le transfert de connaissances entre les différents grands événements, d'avoir des choses comme ça. Je ne sais pas si tout le monde connaît MITRE-ATT&CK, MITRE Défense, mais en gros, MITRE, c'est une organisation qui permet de rassembler les différentes connaissances sur les attaques cyber ou les moyens de défense. On pourrait faire de la validation et de l'ordonnancement des aspects de gouvernance cyber. Donc là, c'est fournir les outils pour automatiser des indicateurs de performance, de gouvernance pour la cyber. On pourrait faire un contrôle effectif des règles du décideur vers les opérateurs sur le terrain. Donc là c'est vraiment intégrer directement et puis automatiser la traduction des règles stratégiques et puis leur validation sur les systèmes qui sont mis en œuvre. Et puis, on peut par exemple s'imaginer des API ouvertes pour la tenue des grands événements sur les différents systèmes. Et l'autre grosse idée, c'est est-ce que finalement on n'irait pas vers des jumeaux numériques des grands événements avec des simulateurs de foule qui existent déjà, qu'on pourrait intégrer, et puis étendre ces simulateurs pour pouvoir y intégrer des règles de sécurité, de défense périmétrique. Tout ça aussi au niveau des systèmes d'information. Voilà, je vous remercie. J'espère que c'était intéressant pour vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, c'est moi qui vais opérer pour les questions. Vous inquiétez pas, ça tourne toujours, donc vous êtes enregistré, il n'y a pas de problème. La première question, c'est toujours la plus dure. Donc, je suis prêt à tendre le micro. Ouais, c'est difficile le matin. C'est le matin, c'est ça. Voilà. Alors, moi, j'ai des questions, bien évidemment. On discute souvent avec Thibaut autour de tous ces problèmes-là. Et en fait, ce colloque, il est né d'une conversation. Comment on fait pour attaquer le Stade Bonal ? Voilà, c'était ça notre... on en parlera dans pas longtemps. Sur les propositions qui sont là, on a entendu hier des gens qui étaient dans la préparation des JO. Ce matin, on sera avec des gens qui ont géré des événements, qui ont reçu des choses. On est à quel time to market de solutions stratégiques de haut niveau ? En gros, par rapport aux idées que tu as pu développer, sur les perspectives de mise en œuvre de ce type d'événement, de ce type d'outils, qu'est-ce qu'on peut espérer dans un temps court ? Où en est la recherche internationale ? Et du coup, quand sort la solution ultime à la sécurité dans les grands événements ? C'est une très bonne question. Là, aujourd'hui, effectivement, dans la recherche, on a
différents outils qui permettent de traduire des choses formelles, donc des politiques formelles, et puis qu'on les traduise sur des implémentations qui soient validables, vérifiables, etc. Mais ça reste aujourd'hui très très compliqué. Et là, quand je parle par exemple de validation puis d'ordonnancement des règles de gouvernance, il n'y a rien d'automatique, ou quasiment rien d'automatique dans ce genre de choses pour le moment. Ça se passe souvent par des audits. Hier d'ailleurs, on parlait d'audits externes potentiellement qui peut être fait par le CIO auprès du COJO, mais c'est toutes des choses qu'on pourrait automatiser. Mais là, c'est plus du moyen et du long terme. Puis, en fait, là, dans toutes ces idées, finalement, je pense que le plus simple qu'on devrait explorer, c'est peut-être finalement faire une base de connaissances comme Myth-Attack ou Myth-Défense spécifique aux grands événements. Et ça, je pense que c'est la chose qui serait le plus rapide aujourd'hui. Puis, bon, par contre, les jumeaux numériques qui intègrent des systèmes d'information, aujourd'hui, ça n'existe pas. Par exemple, on aurait pu tester l'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène avec ce type d'outil. Mais aujourd'hui, c'est seulement spécifique, par exemple, la gestion de foule. Donc voilà, on a encore du travail, on doit établir des plans, et puis des axes de recherche. Et pour faire écho à ce qu'on disait hier, c'est aussi dans le partage d'informations, hein, où nous, scientifiques, si on fait ce colloque, c'est aussi parce que mais où allons-nous trouver les informations? C'était notre objet aussi en le créant. Et alimenter ces dispositifs, voire alimenter des systèmes qui apprennent et qui ensuite nous donnent des réponses, ça reste très complexe tant qu'on n'a pas la matière à donner à ces logiciels. D'autres questions? Non. Merci pour cette présentation.